Tammy Alexander était née le 2 novembre 1963 à Atlanta en Géorgie, de parents Joe Alexander et Barbara Jenkins. De sa naissance à son enfance, Tammy a vécu des moments incroyablement turbulents et terrifiants. La négligence de ses parents et l'instauration d'un climat de peur dans la maison, leur choix irresponsable imprégnant la psyché et les émotions globales de leurs enfants. Alors qu'elle n'était qu'une toute petite, Tammy surprenait souvent sa mère en train d'abuser de pilules dans la salle de bain, devenue accro aux médicaments sur ordonnance après que le père de Tammy, Joe, a déménagé. Ces épisodes d'addiction et d'autres maladies mentales ont dégénéré en tentatives de suicide occasionnelles, y compris des moments où Barbara se tailladait les poignets juste devant sa propre fille. Malgré le chaos et le danger que Barbara représentait pour sa famille et pour elle-même, il n'y a eu aucune véritable intervention durant les premières années de Tammy. Bien qu'elle ait survécu grâce à l'aide occasionnelle d'un parent ou d'un ami de la famille, Barbara n'a jamais obtenu l'aide dont elle avait besoin et les difficultés se sont reportées sur l'adolescence de Tammy. Cependant, après que Joe Alexander a quitté Tammy et sa mère, Barbara a eu une autre fille avec un autre homme. Tammy a été bénie avec une demi-sœur et une alliée de la famille en Pamela Dyson. Les deux filles se sont servies l'une de l'autre comme bouées de sauvetage pendant les moments difficiles à la maison et se sont accrochées à l'esprit de l'autre lorsque les vagues de terreur déferlaient. Malheureusement, Pamela était soumise aux mêmes crises de colère que Tammy, et elle dira plus tard aux journalistes que si Barbara avait été correctement diagnostiquée par un professionnel de la santé mentale, elle aurait reçu un traitement et elle et Tammy auraient vécu des vies beaucoup plus paisibles. Néanmoins, les sœurs ont continué à se battre et à l'âge de 11 ans, Pamela a échappé à la maison des Jenkins pour vivre avec sa grand-mère paternelle. Elle supposait que Tammy avait pu trouver une échappatoire similaire et emménager avec d'autres membres de la famille. Mais elle ignorait que Tammy continuait elle à être coincée en présence de sa mère volatile, laissant à elle seule le soin de traiter ce traumatisme jusqu'à son adolescence. Heureusement, la fin du collège et le début du lycée de Tammy n'étaient pas totalement isolants. À l'école, Tammy a pu nouer quelques amitiés proches avec des filles de son âge dans ses salles de classe à Brooksville, en Floride. Une fille en particulier était Laurel Noel, qui partageait plusieurs traits de personnalité avec Tammy et s'est rapidement entendue avec son comportement de battante. Laurel et Tammy s'écrivaient souvent des lettres, Tammy informant constamment Laurel de ses derniers coups de cœur pour les garçons et de son désir de quitter leur maison de Brooksville. Peu de temps après le début de leur carrière au lycée, Tammy a trouvé l'amour chez un autre camarade de classe, un garçon plus âgé nommé Kevin Williams. Tammy était certaine qu'elle voulait épouser Kevin malgré leur jeune âge relatif. Pour joindre les deux bouts, Tammy a rejoint sa mère Barbara en tant que serveuse dans une halte routière locale, débarrassant les tables et collectant des pourboires pour préparer son avenir à l'étranger et loin des ennuis. Cependant, dans un revirement intrigant, les ennuis ont continué à suivre Tammy malgré ses meilleures intentions. En raison de sa relation dégradante avec sa mère, Tammy cherchait souvent des échappatoires temporaires de sa maison à Brooksville, et elle et son amie Laurel faisaient de l'autostop à travers le pays, comme moyen d'aventure. Souvent, elles allaient dans des endroits où elles n'avaient aucun lien, juste deux adolescentes errant dans les vastes États-Unis. Le duo a fait de l'autostop jusqu'en Californie. Cependant, à leur arrivée, Laurel a appelé ses parents par confusion et Monsieur et Madame Noël ont fait voler leur fille et Tammy jusqu'à Brooksville. Les parents de Tammy, cependant, ne semblaient pas s'en soucier. Et elle écrivait souvent de nouvelles lettres à Laurel pour exprimer son désir de faire de l'autostop à nouveau, considérant ses escapades à travers le pays comme des voyages amusants, ne remettant jamais en question la sécurité globale de leur voyage. Ces lettres deviendraient les artefacts définissant les dernières semaines de vie et de bien-être de Tammy. Elle et Laurel n'étaient pas toujours sur la même longueur d'onde. Comme beaucoup d'amitiés au lycée, elles ont eu leur part d'arguments, mais une chose était certaine dans les lettres. Tammy n'était pas seulement une personne définie par son éducation difficile ou son insouciance occasionnelle. Au contraire, Tammy a montré un charisme naturel, un mode de fonctionnement énigmatique qui reflétait son amour de l'indépendance. Tammy était déterminée et extrêmement imaginative, et surtout incroyablement introspective, en accord avec ses émotions tout en comprenant exactement ce qu'elle voulait. Elle cherchait une vie solide, au moins quelque chose de plus solide que ce qu'elle connaissait enfant, espérant un mariage après ses études et une vie heureuse loin, très loin.
Son exubérance la poussait à atteindre de nouveaux sommets et tragiquement à découvrir de nouveaux endroits pour des raisons inconnues. Car en 1979, Tammy Jo Alexander a disparu de sa petite ville endormie en Floride centrale pour être retrouvée morte à l'automne de la même année, restant non identifiée sous le nom de Cali Jane Doe pendant plus de 35 ans. Tournons-nous maintenant vers la chronologie des événements qui ont précédé la disparition de Tammy. La dernière trace connue de Tammy Alexander commence à 11h35 le soir du 26 mai 1979 à Brooksville, en Floride. Elle écrit une dernière lettre à sa meilleure amie Laurel Noel, annonçant son désir de se marier avant la fin de l'année. Et son projet de quitter l'État du Soleil en septembre de l'année suivante. La lettre agit en quelque sorte comme un adieu en raison de la séparation imminente entre Laurel et Tammy. Ce serait la dernière fois que Laurel entend parler de son amie d'enfance. Peu de temps après que Tammy a envoyé sa dernière lettre à Laurel, vers le moment où le printemps se transforme en été de 1979, Tammy se retrouve au ministère des prisons Rainbow à Young Harris, en Géorgie. Young Harris est une région rurale mais montagneuse dans le secteur nord de la Géorgie et le ministère des prisons Rainbow accueille des détenus qui ont été libérés soit sur parole, soit en probation. Cependant, pourquoi Tammy assiste au camp est inconnu et pourrait être soit en tant que bénévole à travers un programme d'école d'été, soit en tant que participant réel compte tenu de ses incidents de fugue en Floride, cherchant une forme alternative de correction. Cependant, personne parmi les proches de Tammy ne sait où elle habite et suppose qu'elle a encore fui. Pendant le séjour de Tammy au ministère de la prison en juillet 1979, elle laisse une série d'enregistrements vocaux par téléphone pour son petit ami Kevin Williams qui reste en Floride. Kevin n'est pas au courant de l'emplacement exact de Tammy, mais dans ses messages, elle semble en paix et pleine d'espoir, pas du tout perturbée ni en danger, ne provoquant ainsi aucune réaction anxieuse de la part de Kevin. C'est la dernière communication confirmée faite par Tammy. Plus tard cet été-là, la trace de Tammy disparaît. Théoriquement, elle quitte le ministère à Young Harris, en Géorgie, et voyage soit de retour en Floride, soit vers l'ouest. En raison de son histoire de faire de l'autostop et de prendre des trajets avec des inconnus, on pense que Tammy entreprend un voyage sur la route à travers le pays avec des étrangers et très probablement pas seule pour le moment. Alors que les jours caniculaires de l'été s'élièrent la place aux douces fraîcheurs de l'automne, Tammy reste introuvable dans sa communauté de Brooksville. Elle continue de voyager, très probablement vers le nord-est cette fois-ci. Soit à la fin d'octobre, soit au début de novembre de cette année-là, Tammy atterrit dans le nord de l'État de New York. Comment elle arrive ici ou pourquoi elle choisit cet endroit est inconnu, mais encore une fois, elle est très probablement accompagnée par un ou plusieurs compagnons. Au début de la soirée du 9 novembre 1979, Tammy est apparemment aperçue dans un diner à Lima, New York, une petite ville de moins de 4000 habitants dans la région nord-ouest de l'État. Une serveuse qui témoignera plus tard comme témoin oculaire sert une fille correspondant à la description de Tammy et un homme plus âgé qui l'accompagne. Tammy ne semble pas en détresse ni en réel danger et l'homme paie le repas avant de partir avec Tammy un peu plus tard. C'est la dernière apparition connue de Tammy Jo Alexander. Plus tard dans la nuit du 9 novembre, Tammy est emmenée sur une route en bordure d'une ferme à Caledonia, New York, dans le comté de Livingston, une autre petite ville à seulement 20 minutes de route à l'ouest du Lima Diner le long de l'Interstate 20 et de la New York State Route 5, à 23 miles au sud de Rochester. Ici, elle est abattue d'une balle dans l'arrière de la tête avec un pistolet, dépouillée de toute identification et traînée dans le champ de maïs voisin. Dans le champ, le coupable tire une autre balle dans le dos de Tammy et la laisse pour morte. Les blessures par balle hémorragent et Tammy décède avant le lever du soleil, son meurtrier s'échappant dans la nuit, alors que l'horloge sonne minuit et que le calendrier passe au samedi 10 novembre, une série d'orages frappe le nord de l'État de New York et emporte la plupart des preuves sur le corps de Tammy. L'acide désoxyribonucléique vital est détruit et l'histoire de Tammy Alexander est entachée presque au-delà de toute compréhension.
Le lendemain matin, un agriculteur de Caledonia se réveille et sort pour vérifier ses pâturages après les intempéries de la nuit précédente. Alors qu'il approche des champs de maïs, l'agriculteur aperçoit un morceau de tissu rouge posé au loin. Croyant qu'il s'agit d'un chasseur intrus ou d'un visiteur indésirable, l'agriculteur s'approche avec prudence. Cependant, en atteignant le vêtement rouge, l'agriculteur trouve plutôt le corps d'une jeune fille, abattue 2 fois et couverte de terre. Il retourne rapidement à sa ferme et alerte la police. Peu de temps après, les autorités arrivent sur les lieux et commencent à recueillir des preuves. Ils trouvent une petite mare de sang à l'orée du champ de maïs où la fille a été abattue, ainsi que le chemin menant du sang au corps. Le corps lui-même ne montre aucun signe d'agression sexuelle et était entièrement fermé. Cependant, ses poches de pantalon avaient été retournées comme si elles avaient été fouillées avant l'abandon. Plus tard en novembre, à la morgue, le médecin légiste remarque que les blessures par balle indiquent que la fille n'a pas tressailli ni bougé lorsqu'elle a été abattue, un phénomène étrange mais courant dans les affaires de meurtre. Le médecin légiste ne parvient cependant pas à trouver d'autres éléments particuliers et conclut à un homicide tandis que la police continue de rechercher l'identité de la fille. Alors que novembre 1979 touche à sa fin, les forces de l'ordre annoncent donc que le cadavre féminin est celui de la Jane Doe de Caledonia, ne parvenant pas à trouver sa famille, ses points d'origine ou même son nom. Elle est initialement décrite comme une jeune fille Taala âgée de 13 à 19 ans, mesurant environ 1,60 m et pesant environ 54 kg. Avec des yeux marrons, des cheveux bruns ondulés à la longueur des épaules, qui avaient été teints 4 mois avant sa mort, et du vernis à ongles de couleur corail peint sur ses orteils. Elle ne présente aucun signe de travail dentaire. Son groupe sanguin est A négatif et son estomac contient du maïs doux, des pommes de terre et du jambon en conserve. L'analyse de la composition minérale de ses dents révèle un schéma d'eau potable nord-américain. Malgré ces révélations et indices biologiques, la police est incapable d'identifier la Kali Jane Doe alors que l'année 1979 touche à sa fin. Environ 1 an plus tard, le 20e octobre 1980, les autorités publient un croquis de la Kali Jane Doe demandant à toute personne reconnaissant la jeune fille de fournir des informations. Son cas est rapidement transmis au grand réseau d'information et avant longtemps, tout l'État de New York recherche l'identité de Kali Doe. Malgré les efforts avancés des enquêteurs pour partager l'histoire de Kali Doe avec le grand public, très peu de progrès sont réalisés dans l'affaire au cours des prochaines années, alors que les années 80 avancent. Quelques tuyaux ici et là parviennent aux canaux appropriés, mais aucun ne s'avère utile. Le premier tournant majeur de l'affaire arrive en 1984 lorsque le célèbre tueur en série, Henry Lee Lucas, meurtrier de 11 femmes et ami du meurtrier, Otis Toole, avoue aux Texas State Rangers alors qu'il est en prison qu'il a tué la jeune fille non identifiée connue sous le nom de Caledonia Jane Doe en 1979. Sans jamais révéler sa véritable identité. Les Rangers informent leurs collègues détectives new-yorkais de cette information. Cependant, même à travers des enquêtes conjointes, chaque branche est incapable de trouver des preuves suffisantes pour étayer cette affirmation. L'implication de Lucas est alors pratiquement écartée en 1985 lorsqu'il est découvert qu'il avait faussement avoué plus de 100 meurtres auxquels il n'avait aucun lien. Il est largement admis que l'aveu de Caledonia fait partie de ces plus de 100 revendications fallacieuses. Alors que les années 80 touchent à leur fin, la police interroge sa part d'autres tueurs en série et de petits criminels ayant des liens potentiels avec Caledonia. Cependant, aucun ne s'avère fructueux et l'affaire reste aussi froide qu'elle l'était ce matin de novembre 1979. En 1989, le nouveau shérif élu du comté de Livingston, New York, John York, promet au public que l'enquête sur Kali Doe restera active aussi longtemps qu'il restera shérif. York était le shérif adjoint et l'un des premiers officiers à intervenir sur les lieux du crime et agit comme la voix la plus forte pour la jeune fille, toujours non identifiée bien dans le nouveau millénaire. Plus de 15 ans passent jusqu'au prochain développement majeur en 2005.
Lorsque les scientifiques médico-légaux effectuent une extraction d'acide désoxyribonucléique réussie à partir des restes de Calido grâce à une technologie améliorée. Cela permet la possibilité que son identité soit trouvée un jour grâce à une autre correspondance d'échantillons d'acide désoxyribonucléique. Une autre avancée dans l'affaire aide les autorités à se rapprocher de la résolution du mystère de Calido un an plus tard, en 2006, lorsqu'une analyse de ses dents révèle un ratio isotopique d'oxygène suggérant qu'elle pourrait être originaire du sud ou du sud-ouest des États-Unis. Ces tests sont associés à une analyse palynologique effectuée sur les vêtements de la Calido, dans laquelle le pollen prélevé sur son corps peut être retracé jusqu'aux arbres cultivés en Californie, en Arizona et dans d'autres régions du sud-ouest des États-Unis, amenant les enquêteurs à reconnaître que leur Calido n'était pas une native de Caledonia. Quelques années plus tard, en 2010, le modérateur de WebSleuths et artiste californien Karl Koppelman entend parler de l'affaire non résolue de Calido et décide d'effectuer une reconstruction faciale du profil de la fille dans l'espoir qu'une image nouvellement dessinée aidera à la fois les enquêteurs et le grand public à identifier le corps. La reconstruction faciale est téléchargée sur le Système national des personnes disparues et non identifiées, également connu sous le nom de base de données NAMUCAZ, mais aucune nouvelle information n'est découverte. Par coïncidence, à peu près au même moment, en 2010, Laurel Nowell, la meilleure amie de Tammy Alexander de Brooksville, commence à chercher son ancienne camarade de classe du lycée via les réseaux sociaux, mais ne peut trouver ni Tammy, ni son nom sur aucune plateforme Internet. Au fil des années suivantes, Laurel ne renonce pas à ses efforts. Elle finit par contacter Pamela Dyson, la demi-sœur de Tammy qui réside maintenant à Panama City, en Floride. Pamela dit à Laurel qu'elle a quitté Tammy et leur mère Barbara quand elle n'avait que 11 ans pour vivre avec d'autres parents et pense que Tammy a fait de même peu de temps après. Cependant, les deux femmes discutent également des inclinations de Tammy à fuguer de chez elle et se demandent si elle a simplement quitté Brookville pour commencer sa propre vie, libérée de son histoire hantée en Floride centrale. Lorsque Laurel informe Pamela de ses propres recherches et de l'absence de Tammy sur Internet, Pamela creuse plus profondément les liens avec les membres survivants de la famille Alexander et apprend que Tammy n'a pas donné de nouvelles depuis sa disparition initiale en 1979. Barbara Jenkins, la mère de la fille, est décédée en 1998 et a mentionné Tammy comme décédée dans sa nécrologie. Une croyance couramment répandue puisqu'elle n'est jamais rentrée chez elle après l'été de 1979. En 2014, Laurel et Pamela partagent de toutes deux leur inquiétude que Tammy ait emprunté un chemin dangereux après sa disparition et se demandent si elle est victime d'un crime inconnu. Pamela dit à Laurel qu'elle pense que la police n'a peut-être pas pris au sérieux un rapport de personnes disparues s'ils connaissaient l'histoire de Tammy en matière d'autostop. Et donc, même si Barbara en avait déposé un, il aurait pu être négligé ou perdu. Ainsi, en août 2014, Pamela et Laurel rendent visite au bureau du shérif du comté de Hernando, en Floride centrale, pour se renseigner sur les rapports de personnes disparues concernant Tammy Jo Alexander. Les officières de la station vérifient et disent qu'aucun rapport n'a jamais été déposé en 1979 ou depuis. Les deux femmes déposent donc un rapport et les autorités lancent une enquête officielle. Environ un mois plus tard, en septembre 2014, l'artiste Calido, Karl Koppelman, repère la nouvelle inscription de Tammy Alexander dans la base de données NAMUS et réalise que son visage ressemble étonnamment à la reconstruction de la Caledonia Jane Doe. Il envoie rapidement un courriel au bureau du shérif du comté de Livingston à New York, au bureau du shérif du comté de Hernando en Floride, à l'administrateur régional de NAMUS et au Centre national pour les enfants disparus et exploités. Les forces de l'ordre répondent rapidement et organisent un test acide désoxyribonucléique avec Pamela Dyson, puisque sa relation de sang avec Tammy Alexander pourrait fournir une correspondance précise. Quelques mois plus tard, en janvier 2015, les résultats de l'acide désoxyribonucléique reviennent à l'examinateur médical du comté de Monroe et révèlent que les échantillons d'acide désoxyribonucléique mitochondrial de Pamela correspondent parfaitement aux échantillons de Calido. Pour la première fois en 35 ans, les détectives connaissent l'identité du corps. Et Pamela connaît le sort tragique de sa demi-sœur Tammy Alexander.
Peu de temps après, le 26 janvier, les autorités ont annoncé, lors d'une conférence de presse, l'identité de la Jane Doe de Caledonia et ont déplacé l'accent de leur enquête de l'identification à la résolution du meurtre de Tammy. Un simple mois passe et à la fin de février 2015, le bureau du shérif du comté de Livingston rapporte qu'un nombre record de conseils ont afflué par leurs divers canaux. Un changement drastique par rapport au nombre lentement décroissant de pistes qu'ils avaient acquises jusqu'à alors. Un appel d'un camionneur du Tennessee donne aux détectives ce qu'ils décrivent comme leur développement le plus important à ce jour. Cependant, ce que c'est n'est jamais divulgué. Un autre mois passe et en mars 2015, la révélation concernant Tammy et son temps passé au ministère de la prison de l'Arc-en-Ciel est révélée aux détectives. Cependant, le jeune ministère Harris a depuis longtemps fermé et le mari et la femme qui ont commencé le ministère sont décédés ainsi qu'un de leurs enfants. Le manque d'informations publiques concernant le ministère de la prison de l'Arc-en-Ciel n'arrête pas les enquêteurs et donne au moins un peu d'aperçu des derniers mois de vie de Tammy, des détails qui avaient été perdus pendant 3 décennies et demie. Quelques mois plus tard, le 10 juin 2015, Pamela, Laurel et environ 100 autres participants visitent le cimetière de Tammy à Dansville, New York pour une cérémonie remplaçant la pierre tombale de Jane Doe par une qui porte le nom de Tammy Jo Alexander. La famille décide de la garder à New York plutôt que de la ramener en Floride, remerciant les responsables du comté de Livingston pour leur travail acharné sur l'affaire. Dans ce qui pourrait être la plus grande découverte dans l'affaire de Tammy depuis son identification en 2015, une autre preuve d'acide désoxyribonucléique est obtenue à partir d'une veste de course automobile trouvée sur son corps au début de l'année 2016. Cet échantillon est différent de celui utilisé pour identifier Tammy Jo et il s'avère être celui d'un sujet masculin inconnu. 3 hommes distincts considérés comme intéressants sont amenés pour être interrogés et leur acide désoxyribonucléique est prélevé afin de le comparer à cette nouvelle preuve. Presque un an passe jusqu'en novembre 2016 lorsque le Bureau fédéral d'investigation, désormais un acteur majeur dans l'affaire de meurtre non résolu, annonce qu'aucun des 3 sujets masculins ne correspond à l'échantillon d'acide désoxyribonucléique prélevé sur le corps de Tammy, mais qu'ils continuent de suivre toutes les pistes qu'ils peuvent obtenir. La mise à jour la plus récente arrive ce qui serait le 57e anniversaire de Tammy Alexander le 2 novembre 2020. Lorsque le bureau du shérif du comté de Livingston publie 3 segments de l'enregistrement audio obtenu auprès de son petit ami du lycée, Kevin Williams, qui avait conservé un message vocal qu'elle lui avait laissé sur une cassette avant sa disparition en 1979. Les détectives espèrent que quelqu'un, quelque part, reconnaîtra la voix de Tammy de l'époque où elle a disparu. Un autre effort pour apporter une conclusion définitive à un mystère avec tant de rebondissements et à peine de réponses. Dans la plupart des enquêtes de détectives sur des affaires non résolues, j'aime me concentrer sur un aspect spécifique de l'affaire qui signifie le plus grand indice du mystère, ou dans certains cas, son détail le plus microscopique qui pourrait provoquer la fissure nécessaire pour résoudre l'affaire. En ce qui concerne le meurtre de Tammy Jo Alexander, je vais un peu contourner les règles pour mettre en évidence 2 points d'affaire distincts car ils reflètent tous deux des éléments de preuve vitaux que nous devons tous prendre au sérieux lors de l'examen de l'affaire de Tammy. Le premier point important de l'affaire est la description du sujet masculin vu avec la fille que l'on pense être Tammy Alexander au dîner à Lima, New York, la nuit du 9 novembre 1979. L'homme a été repéré et décrit pour la première fois par la serveuse qui l'a servi lui et Tammy et est jusqu'à présent le seul suspect avec un témoignage oculaire vérifié et un profil correspondant. C'était un homme blanc d'âge moyen mesurant environ 1,75 m. Il portait des lunettes à monture métallique noire et conduisait apparemment une break beige pour aller et venir du dîner. La serveuse a dit à la police qu'il avait payé pour son repas et celui de Tammy, mais n'a jamais suscité beaucoup de suspicion ou d'inquiétude. L'homme aux lunettes à monture noire est toujours considéré comme un suspect principal par la police et son portrait robot est toujours utilisé sur les affiches de recherche à travers le pays.
Vous pouvez voir une copie de ce croquis dans les notes de l'émission sur ce podcast. Si l'homme de ce dessin vous est familier, si vous reconnaissez son visage de la région de Livingston County, New York, ou de n'importe quelle région en général remontant à la fin des années 1970, veuillez appeler le bureau du shérif du comté de Livingston au 184-4527-6847. Le deuxième point majeur de l'affaire est les enregistrements publiés par la police révélant les messages vocaux de Tammy Alexander laissés à son ancien petit ami en 1979. J'ai ici 3 segments que je vais vous faire écouter maintenant. On pense que ces enregistrements datent de l'époque où Tammy était à la Rainbow Prison Ministry et mettent en avant sa personnalité quelques mois seulement avant qu'elle ne soit tuée. Voici les 3 extraits joués l'un après l'autre. Salut Kevin, comment vas-tu? Je vais bien. Je dois y aller maintenant, alors prends soin de toi. Et sois prudent. Oh, c'était cool. Je regarde une carte postale qui dit « Lune sur Miami, la beauté envoûtante du lever de la lune scintillant sur l'océan Atlantique en Floride. » Il y a 2 palmiers, la lune, l'océan et une fille dans chemise blanche et pantalon noir. Dessus, et c'est bleu. C'est magnifique. Tu vois, magnifique, n'est-ce pas? Alors que les enquêteurs se sont avancés et ont dit qu'ils croient qu'il n'y a rien d'incriminant ou de suspect dans ces enregistrements, ils nous donnent une rare occasion d'entendre le vrai moi de Tammy, d'avoir un aperçu, même petit, de la personne attentionnée et optimiste qu'elle était, et peut-être même de déclencher la mémoire de quelqu'un qui se souviendrait avoir entendu cette voix lors de ses derniers mois passés en vie à l'automne de 1979. Bien que les chances d'une telle reconnaissance soient minces, car cela remonte à plus de 4 décennies, les affaires non résolues, comme celle-ci, méritent toutes les chances d'être résolues. Chaque piste doit être explorée aussi tirée par les cheveux qu'elle puisse paraître. Encore une fois, si vous reconnaissez cette voix ou connaissez quelqu'un qui pourrait la reconnaître, veuillez partager cet audio et appeler le bureau du shérif du comté de Livingston au 1-84-4527-6847. Passons maintenant aux théories les plus en vue concernant le meurtre de Tammy Jo Alexander. Pendant des années, les théories centrales autour du dossier de Tammy se sont concentrées sur sa véritable identité, compte tenu de son surnom de Jane Doe. Heureusement, cet aspect du mystère a été résolu et nous pouvons concentrer nos théories sur qui l'a tuée et comment elle a fini à Caledonia, New York, à des centaines de kilomètres de la Floride centrale. Pour commencer, il est essentiel de suivre les premiers mouvements de Tammy lorsqu'elle a quitté à l'été de 1979 pour théoriser où elle aurait pu aller et théoriser qui elle aurait pu rencontrer entre Brooksville et le comté de Livingston. Nous savons que Tammy a passé du temps à la Rainbow Prison Ministry à Young Harris en Géorgie, mais où est-elle allée après cela? Comme beaucoup de théories entourant le meurtre de Tammy, nous pouvons tirer des indices incroyablement utiles des vêtements qu'elle portait la nuit où elle a été tuée et des artefacts retirés de son corps après sa découverte le matin du 10 novembre. Comme nous l'avons mentionné précédemment, des scientifiques ont réalisé une analyse palynologique des échantillons de pollen extraits de l'extérieur de ces vêtements en 2006. Pour retracer les origines des échantillons et suivre ces mouvements via les motifs de pollen des États-Unis. Les tests ont été réalisés au laboratoire de palynologie de l'Université Texas A&M et les chercheurs ont trouvé 4 types distincts de grains de pollen, ceux de pin australien, de chêne, d'épicéa et de bouleau. Ces grains ont ensuite été comparés à un échantillon contrôlé de grains de pollen, extraits de la région rurale de l'État de New York en 1978, un an avant l'arrivée tragique de Tammy. Les chênes se trouvent partout aux États-Unis aux côtés des bouleaux et des épicéas qui sont particulièrement populaires dans l'État de New York. Cela étant dit, aucun grain de pollen de chêne, d'épicéa ou de bouleau n'a été détecté dans l'échantillon témoin de 1978.
Et il convient de mentionner qu'aucun boulot ou épicéa n'a été localisé à proximité immédiate de la découverte du corps à Caledonia. En fait, les variétés de bouleaux et d'épicéa trouvées sur les vêtements de Tammy ont finalement été associées aux espèces de bouleaux et d'épicéa les plus couramment trouvées dans les régions montagneuses de Californie, de l'autre côté du pays, et à 3000 miles de Livingston County. Le quatrième et dernier grain de pollen extrait de Tammy, le pin australien, est considéré comme un genre envahissant, cultivé sporadiquement à travers les États-Unis et dans les pays environnants, mais en quantité finie. Le pin australien peut être trouvé au Mexique, dans le sud du Texas, dans le sud de la Floride, sur le campus de l'Université d'État de l'Arizona, sur le campus de l'Université de l'Arizona et dans certaines régions de Californie. Nous savons que le pin australien ne peut pas survivre aux froides saisons hivernales de l'État de New York. Par conséquent, nous savons qu'au moins l'une de ces souches a été ramassée loin de la Calédonie. Et la seule zone qui présente un chevauchement dans les 4 grains de pollen, le pin australien, le chêne, le bouleau et l'épicéa, est la région montagneuse du sud-ouest de la Californie, y compris San Diego. Alors que les détectives sont convaincus que ces découvertes dressent un tableau plus clair des mouvements de Tammy avant sa mort, quelques grains de pollen certifient-ils la présence de Tammy dans le sud-ouest des États-Unis ? Non, mais ce n'est pas tout ce qui laisse présager de son voyage vers l'ouest. Un autre morceau de vêtement, ou dans ce cas, un bijou, soutient cette même théorie. Un collier fait à la main trouvé sur le corps de Tammy le matin du 10 novembre. Le collier, la chaîne, le fermoir et les griffes sont en argent imitation avec 3 pierres de turquoise ajustées à chaque griffe, l'une ressemblant à un oiseau. Vous pouvez trouver une photo de ce collier dans les notes de l'émission. La forme générale et l'artisanat du collier soutiennent fortement une origine faite maison car il ne porte aucune marque ou correspondance identifiable dans aucun catalogue de bijoux de l'époque. Au contraire, les enquêteurs considèrent le collier comme une réplique de bijoux amérindiens fabriqués et vendus principalement dans le sud-ouest des États-Unis. Bien sûr, il n'y a aucun moyen de confirmer que Tammy ne possédait pas déjà le collier avant son départ en 1979, car elle aurait potentiellement pu l'acheter dans une boutique d'occasion ou un stand d'antiquité quelque part en Floride, mais les experts ne le pensent pas. Ce serait beaucoup trop coïncident et cela correspond également au souhait de Tammy de retourner en Californie qu'elle a exprimé dans ses dernières lettres envoyées à Laurel Noel. Donc, l'itinéraire que Tammy Alexander a probablement emprunté après avoir quitté Young Harris en Géorgie traverse le sud-ouest des États-Unis à travers la Bible Belt, à travers les déserts du Texas et du Nouveau-Mexique, puis à travers l'Arizona jusqu'en Californie du Sud. Elle est très probablement restée dans cette région pendant plus de quelques jours, car les marques de bronzage trouvées sur son corps après sa mort laissent supposer un long séjour dans un climat ensoleillé. C'est ici qu'elle a probablement ramassé les grains de pollen de pins australiens régionaux, puis elle s'est repartie vers l'est. Les détectives pensent donc que Tammy a ensuite traversé la chaîne de montagnes de Sierra Nevada, ramassant les espèces exclusives de pollen de bouleau et d'épinette avant de traverser le Nevada et de faire probablement de l'autostop vers l'est en direction de l'État de New York. En ce qui concerne le reste des affaires de Tammy, la police a également récupéré 2 pendentifs de porte-clés en métal qui ont été retracés jusqu'à des distributeurs automatiques situés le long de la New York State Thruway, une série d'autoroutes à accès contrôlé qui traversent à peine 4,5 miles au nord de Caledonia. Les pendentifs étaient de style serrure et clé de chaînes appariées et le médaillon comprenait l'inscription « Celui qui détient la clé peut ouvrir mon cœur ». Malheureusement, la partie clé était également incluse sur le corps de Tammy, ce qui signifie que le coupable n'a jamais pris une moitié du pendentif. Cet indice ne révèle pas grand-chose, sauf que Tammy est probablement arrivée à New York en se dirigeant vers l'est sur l'Interstate 90. En plus des bijoux, les détectives ont examiné de plus près le reste de la tenue de Tammy pour voir s'ils pouvaient associer autre chose à une source ultérieure. La plupart de ce qui a été laissé derrière semblait avoir du sens appartenant à une adolescente indépendante de 16 ans. Le pantalon en velours côtelé beige, la chemise en coton polyester à carreaux colorés, les chaussettes bleues jusqu'aux genoux et les chaussures à semelles ondulées marron correspondaient tous à la démographie de Tammy. Cependant, il y avait un vêtement qui ne correspondait pas au profil d'une fille plus de son âge et on pensait qu'il appartenait à un autre homme.
Un coupe-vent doublé de nylon rouge avec des rayures noires le long des manches avec une étiquette de collier indiquant Auto Sport Products Incorporated. C'est le vêtement qui contenait un nouvel échantillon d'acide désoxyribonucléique appartenant à un homme non identifié et qui a été testé contre l'acide désoxyribonucléique de 3 autres sujets masculins en 2015. Cet acide désoxyribonucléique n'a toujours pas été apparié, mais il est largement admis que Tammy a ramassé le coupe-vent rouge lors de ses aventures à l'ouest, soit en y allant, soit en se rendant à New York. Maintenant, il n'est pas prouvé que cela appartenait au tueur lui-même, puisque le tueur a pris la peine de retirer les autres objets identifiables de Tammy. Mais il y a de bonnes chances que celui à qui cela appartient en sache plus sur Tammy que quiconque à ce stade. Une théorie spécifique liée au coupe-vent rouge inclut un tueur potentiellement connu, Christopher Wilder. Wilder, également connu sous le nom de le tueur de la reine de beauté, était un Australien qui a immigré aux États-Unis en 1969. Il a violé 12 femmes et tué 8 lors d'une série de crimes à travers le pays en une période de 6 semaines au début de 1984. On pense également qu'il est le coupable de 2 cas de viol statutaires en Floride en 1983 ainsi que d'innombrables meurtres non résolus à la fois en Australie et aux États-Unis. Le modus operandi de Wilder était de persuader les jeunes femmes de monter dans son camion après leur avoir proposé un contrat de mannequinat, utilisant son expérience en photographie comme moyen de paraître légitime. Les crimes qui ont été confirmés comme étant ceux de Wilder ont eu lieu dans tout le pays, y compris en Floride, en Géorgie, au Kansas, au Texas, en Utah, en Arizona et en Californie. Mais un en particulier se démarque vraiment. En avril 1984, Wilder a enlevé une jeune fille de 16 ans nommée Tina Marie Risico et l'a forcée à faire un voyage sur la route avec lui à travers le pays, tout en l'aidant à enlever d'autres victimes féminines insoupçonnées. Ils sont finalement arrivés à New York où Wilder a de nouveau enlevé une femme du nom de Beth Dodge avant de la tuer et de la jeter dans une carrière de gravier. Il a ensuite acheté un billet d'avion pour Tina Marie en direction de Los Angeles avant de reprendre la route pour commettre d'autres crimes. L'un des éléments qui fait de Wilder un suspect approprié en relation avec le meurtre de Tammy Alexander est la manière dont il voyageait en commettant des crimes et les lieux qu'il avait l'habitude de fréquenter. Tammy a été tuée 5 ans avant la série de meurtres de 6 semaines de Wilder, mais il est possible qu'il était aux États-Unis pendant cette période, traversant le pays, repérant des lieux et comprenant les itinéraires généraux entre les frontières des États. Il est tout à fait possible que Wilder ait rencontré Tammy lors de ses propres aventures dans l'Ouest et ait fait le même tour écœurant qu'il ferait à Tina Marie Risico une demi-décennie plus tard. Mais ce n'est pas là que se terminent les soupçons. Wilder était aussi un grand passionné de course automobile, réalisant lui-même des cascades et des exploits à grande vitesse. En fait, il possédait une part équitable de marchandises fabriquées par la même entreprise étiquetée sur le coupe-vent rouge de Tammy, Autosports Productions Inc., amenant les enquêteurs à se demander si cette veste que Tammy avait appartenu à Wilder. De plus, Wilder était également connu pour avoir utilisé un revolver Colt Python 357 Magnum, une arme qui peut être utilisée pour tirer des balles de calibre .38, le type de balle trouvée sur le lieu du crime de Tammy. Malheureusement, la balistique de l'arme de Wilder n'a jamais été testée aux côtés de la balle trouvée dans le champ de maïs à Caledonia et Wilder a été tué lors d'un affrontement avec la police à Colebrook, New Hampshire, avant qu'une quelconque interview puisse avoir lieu concernant Tammy. Il convient de noter que l'implication de Wilder dans l'affaire de Tammy a été théorisée dès le début de l'enquête et avant la découverte de l'échantillon d'acide désoxyribonucléique masculin en 2015. Il est maintenant sûr de supposer que l'acide désoxyribonucléique de Wilder a depuis été testé contre l'épreuve des coupe-vents et qu'il ne correspond pas. Cependant, tant qu'il n'y a pas de déclaration officielle faite par les détectives assignés, Christopher Wilder reste un suspect solide dans l'affaire. Au-delà de quelques autres criminels de moindre envergure que les enquêteurs ont déjà éliminés grâce à des preuves acides désoxyribonucléiques, il n'y a tout simplement pas beaucoup de noms liés au meurtre de Tammy Alexander.
On pourrait concevoir de toujours considérer Henry Lee Lucas comme un coupable possible en utilisant son mode opératoire et son témoignage, mais n'oubliez pas que les officiels ont également son acide désoxyribonucléique en fichier et l'ont très certainement testé contre l'acide désoxyribonucléique du sujet masculin mystère. Bien sûr, la famille est aussi à considérer. Chaque fois qu'une personne disparaît, surtout une adolescente mineure, l'attention se porte toujours sur la famille. Il y a ceux qui se demandent si la mention de Tammy comme décédée dans la nécrologie de sa mère Barbara Jenkins en 1998 n'était pas juste une supposition, mais plutôt une admission du fait que sa famille savait qu'elle était morte. Comme mentionné précédemment, Barbara avait divers troubles mentaux non traités et travaillant dans une station-service avec Tammy, elle aurait souvent des rencontres avec des personnages néfastes. Il est possible que Barbara ou l'un de ses petits amis ait su, ou pire, ait été complice de la mort de Tammy et l'ait ensuite dissimulée en utilisant son statut de fugueuse contre elle. Il convient également de noter qu'aucun rapport de personne disparue n'a jamais été déposé, une erreur qui pourrait être rendue intentionnelle. Certains théoriciens s'abstiennent également d'absoudre Kevin Williams, le petit ami de lycée de Tammy, de toute culpabilité. Kevin aurait été la dernière personne à entendre Tammy vivante, et certains suggèrent que s'il avait surpris Tammy en train de s'enfuir avec un autre gars lors de l'une de ses escapades d'autostop, il aurait peut-être été un peu trop loin. Cependant, nous et les autorités ne croyons pas que la famille de Tammy ou son petit ami soit impliquée de quelque manière que ce soit dans sa disparition et sa mort. Tammy était rarement à la maison en tant qu'adolescente, et le fait que sa mère et d'autres membres de sa famille aient pensé qu'elle s'était simplement enfuie en 1979 a du sens lorsque l'on tient compte de son comportement connu. Kevin Williams n'a été que serviable tout au long de l'enquête, et n'était qu'un garçon à l'époque. Ces théories n'expliquent pas non plus comment Tammy avait des grains de pollen provenant d'un terrain à l'opposé du pays et s'est retrouvée à des milliers de kilomètres de Brooksville, en Floride, au moment de son meurtre. Ces théories ne correspondent que tout simplement en aucune manière, forme ou aspect avec les preuves restantes laissées sur la scène du crime de Tammy et ne devraient pas être sérieusement prises en compte par le grand public. Lorsque vous considérez les tueurs, rappelez-vous le fait que les détectives ont un profil acide désoxyribonucléique. Nous ne savons pas avec certitude s'il s'agit de celui du tueur, mais il a probablement été utilisé pour écarter les acteurs connus dans la vie de Tammy, qui sont toujours en vie, ainsi que les criminels déjà inclus dans la base de données du Federal Bureau of Investigation. Quel que soit le tueur, ce n'est pas quelqu'un de l'enfance de Tammy. Avant de divulguer notre hypothèse sur le meurtre non résolu de Tammy Alexander, nous tenons à préciser que nos conclusions présentées dans Détective de Cold Case sont purement des spéculations logiques basées sur des preuves, des circonstances et un sous-texte factuel. Nous n'avons accès qu'aux mêmes informations présentées dans chaque épisode et nous ne tentons pas de promettre une certitude ou une garantie d'expert. Nous observons, recherchons et rapportons. En nous basant sur les preuves analysées pendant des années par des scientifiques et des enquêteurs, nous pensons que Tammy Jo a quitté Brooksville en Floride et plus tard le ministère de la prison Rainbow de son propre chef. C'était dans sa nature d'explorer et de chercher quelque chose de mieux pour elle-même et son indépendance juvénile l'a conduite à prendre la décision de fuir les horreurs auxquelles elle a été confrontée en tant qu'enfant et adolescente. Nous pensons qu'elle a voyagé vers l'ouest à travers les régions du sud-ouest des États-Unis, s'arrêtant probablement au Nouveau-Mexique ou en Arizona avant de se rendre en Californie. En tenant compte des marques de bronzage sur son corps, de son expérience positive précédente lors de sa visite de l'État, ainsi que de la quantité de grains de pollen encore attachés à ses vêtements, il est logique que Tammy ait probablement passé plus que quelques jours en Californie du Sud. Qui elle a rencontré et ce qu'elle a fait là-bas est impossible à dire pour l'instant, mais elle a dû finalement ressentir le besoin de continuer à faire de l'autostop. Et c'est là qu'elle a rencontré son destin. Nous croyons qu'à un certain moment, Tammy a décidé de se diriger vers l'est avant de tomber sur la personne qui finirait par la tuer. Il est fort probable que le tueur, quel qu'il soit, a rencontré Tammy et l'a persuadé de le rejoindre sous le prétexte d'idéaux innocents. Il était probablement un manipulateur expérimenté et a profité d'une jeune fille désespérée pour trouver un moyen de transport, mais suffisamment ouverte d'esprit pour accompagner un inconnu.
Les deux sont arrivés à New York, où Tammy a acheté son état de New York à travers des pendentifs d'une machine distributrice et a profité d'un dernier dîner sans savoir que sa vie allait prendre fin. Nous croyons que c'était Tammy cette nuit-là, au dîner de Lima, et que la serveuse qui a signalé son apparition avec le sujet masculin anonyme dit la vérité. Le contenu de l'estomac de Tammy lors de l'autopsie correspondait exactement au type de nourriture servie dans le dîner où travaillait la serveuse témoin. Du maïs doux, des pommes de terre et du jambon en conserve. C'est après ce dernier repas que le tueur a révélé sa vraie nature, tuant froidement la jeune fille d'une balle dans l'arrière de la tête. Qui est exactement le tueur est à ce stade impossible à discerner. En 1979, il était courant que les gens demandent non seulement des trajets, mais aussi que les conducteurs prennent des autostoppeurs. Réduire la liste des hommes blancs d'âge moyen qui ont pris en stop de jeunes filles à la fin des années 1970 serait une tâche astronomique, un exploit sans fin. Quel que soit le tueur, cependant, il savait ce qu'il faisait. Il était sans doute un criminel chevronné. Il a peut-être échappé à la persécution mais est en prison pour un autre crime. Ou peut-être est-il mort par d'autres moyens. Leur identité et leur rôle dans le meurtre perdu dans une tombe à des centaines de kilomètres de distance. Ou peut-être qu'il est toujours là-bas, se cachant dans l'ombre en vieillesse. Quelle que soit la personne, Tino, et quel que soit son sort, il y a toujours une chance de capture, peu importe combien de jours se sont écoulés ou combien de pistes ont été épuisées. Si le tueur du Golden State peut passer des décennies entre le crime et la capture, d'autres peuvent aussi. Et tant que l'homme responsable n'est pas derrière les barreaux, nous devons agir avec la conviction que la justice peut être rendue et sera en temps voulu servie. Souvenez-vous de sa description et de son visage. Il y a toujours de l'espoir pour que la justice soit rendue. Jusqu'à ce moment, cependant, nous devons nous rappeler que la longue et sinueuse histoire de la Caledoniado n'est pas définie par un champ de maïs dans le comté de Livingston, New York. Elle n'est pas définie par 2 blessures par balle, ou un coupe-vent rouge déchiré, ou quelques grains de pollen. C'est l'histoire d'une jeune femme prometteuse nommée Tammy Jo Alexander qui a persévéré à travers des circonstances extraordinaires, et des circonstances terrible pour devenir la personne qu'elle était censée être. Trop souvent, une personne qui fuit son domicile ou fait de l'autostop vers un danger potentiel est considérée comme instable ou peu intelligente, un jeune qui cherche des problèmes. Mais souvenez-vous, Tammy était entourée d'instabilité et de malveillance chez elle. Elle a traversé une enfance chaotique, survécu à des abus et des traumatismes et a trouvé la force de chercher un avenir radieux par tous les moyens nécessaires. Que le jugement des autres soit damné. Tammy était une exploratrice, une aventurière courageuse avec une âme passionnée, plus qu'une simple survivante, mais aussi une combattante et une optimiste. Son héritage a été celui d'une énigme pendant 35 ans, mais à partir de maintenant, ce sera celui d'un être humain qui méritait la chance de créer la vie qu'elle a tout sacrifié pour poursuivre. Elle avait le droit de recommencer à zéro, de se faire des amis et d'établir des relations avec ceux qui écouteraient son histoire et de se sentir une partie de ce monde. C'est notre privilège et notre devoir non seulement d'écouter et d'apprendre de l'histoire de Tammy Jo, mais aussi de la partager. En se souvenant d'elle pour la femme qu'elle était, non pas pour la cruauté qu'elle a subie, ceci est Détective des affaires non résolues. Merci d'avoir regardé ce documentaire de Détective des affaires non résolues. Si vous souhaitez nous soutenir dans la création de plus de contenu comme celui-ci, envisagez de vous abonner sur Patreon pour une multitude de superbes récompenses et de contenus supplémentaires. Je tiens à adresser un cri du cœur spécial à nos incroyables soutiens Patreon du chef détective, Nick M, Max A, Jennifer Babcock et Daniel Halfstone, ainsi que à tous nos mécènes pour avoir rendu cette série possible. Merci d'avoir regardé, à la prochaine